11 ans consacrés à transformer le restaurant familial en un repère local, et maintenant mes parents me remplacent par mon jeune frère, fraîchement sorti de sa maîtrise en administration, comme si un diplôme pouvait remplacer une décennie de sueur et de passion. 9 jours plus tard, ils perdent un contrat d'une valeur de 850 000 reais que j'avais signé de mes propres mains. Et maintenant, les voilà, implorant mon aide, comme si j'étais la solution de dernier recours. Le poids de la plaque de reconnaissance glisse de mes doigts alors que je me tiens figé devant la porte de la chambre privée des Riverside Amber. Le trophée de cristal se brise contre le parquet poli, le son résonnant comme un coup de feu dans le silence oppressant. Personne ne cligne même des yeux. Tous les regards sont rivés sur l'écran de projection, où le PowerPoint impeccable de mon frère brille avec l'arrogance de quelqu'un qui croit avoir toutes les réponses. Stratégie d'expansion de Riverside Amber PDG Caleb Morgan. PDG. Caleb. Morgan. Les mots me frappent comme des coups de couteau alors que je regarde les visages autour de la table en acajou qui est depuis des années mon domaine, le sourire fier de mon père, les mains jointes de ma mère dans l'expectative, le costume impeccable de mon frère, comme s'il était déjà né pour occuper cette place. Jovi, tu es en retard, dit mon père en ajustant sa cravate. L'assemblée annuelle a commencé. Réunion annuelle? Ma voix semble lointaine, comme si elle ne m'appartenait pas, vous avez avancé de 2 semaines. Demain, c'est la célébration des 15 ans du restaurant. J'ai passé toute la matinée à finaliser les derniers détails. Caleb avance la diapositive d'un clic, comme si c'était une réponse. C'est précisément pour cette raison que nous devons officialiser dès maintenant la transition. L'événement est l'occasion idéale pour en faire l'annonce. Transition. Le mot me brûle la gorge. Ma mère se penche en avant, d'un ton faussement doux. Chérie, nous avons transféré le contrôle opérationnel à Caleb. Avec effet immédiat. Nous voulions lui faire une surprise. Félicitations. Félicitations. Les mots sortent dans un murmure, noyés par le bruit de l'effondrement de mon monde. Il y a à peine une semaine, j'étais à l'honneur au Portland Culinary Excellence Awards, recevant le prix du meilleur plat de fruits de mer de l'année pour ma recette de crabe royal glacé à la mandarine. Le public avait applaudi, mais lors du dîner de célébration qui a suivi, mes parents ont à peine touché à la nourriture. C'est beau, Jovi, avait dit mon père en faisant tournoyer le vin dans son verre. Mais ce n'est pas évolutif. Nous devons penser à quelque chose de plus grand. Pendant ce temps, ils ont levé leur verre à Caleb, célébrant ses relations avec les écoles de commerce et ses idées innovantes. Comme si les nuits interminables que j'ai passées à perfectionner des recettes, à nouer des relations avec les fournisseurs et à doubler mes revenus au cours des 5 dernières années ne signifiaient rien. Maintenant, je tiens le dossier d'une chaise pour ne pas tomber. Ils ne peuvent pas être sérieux. J'ai un diplôme en gastronomie. J'ai créé la stratégie marketing. J'ai doublé mes revenus. Et nous apprécions cela, ma chère, répond mon père, avec un ton qui mélange condescendance et mensonge. Tu es brillant en cuisine, mais Caleb comprend les affaires. Vous pouvez toujours être notre chef exécutif. Chef exécutif. Comme si je n'avais pas géré chaque détail de cet endroit ces dernières années alors qu'ils se retiraient partiellement dans leur maison de campagne. Comme si les récompenses, les critiques élogieuses et les clients fidèles qui me connaissent par mon nom n'avaient aucun poids. Mes mains arrêtent de trembler alors que la réalité me frappe comme une vague. Il sortit les clés de sa poche et les posa sur la table avec un clic métallique délibéré. Je ne suis pas seulement ton chef. J'ai construit cette marque. Caleb soupire, comme si ma réaction confirmait ses théories. Tu vois, papa? C'est exactement ce que j'ai dit. Elle est trop émotive pour les décisions commerciales. Mon père fronce les sourcils. Jovi, tu dois comprendre. Ce n'est pas personnel. Il s'agit de grandir. N'est-ce pas personnel? Un rire amer s'échappe de mes lèvres. Vous m'avez tendu une embuscade en pleine fête d'anniversaire que j'avais moi-même organisée. Ils ne m'ont même pas consulté sur les changements apportés au restaurant auquel je me consacrais depuis 11 ans. Assez, interrompt ma mère. Caleb est titulaire d'un MBA. Il sait ce qu'il fait. Et voilà, le schéma habituel.
Il se range automatiquement de son côté, rejetant mes inquiétudes comme de l'hystérie féminine plutôt que de les reconnaître comme des idées légitimes émanant de quelqu'un qui connaît la vraie affaire. Ce n'est pas seulement ma position qui est en jeu, mais aussi ma réputation, les normes de qualité que j'ai établies, les relations que j'ai entretenues avec les fournisseurs et les clients. En les regardant se tenir là, unis comme un bloc, une vérité cruelle se cristallise dans mon esprit. Pour eux, j'ai toujours été juste l'employé fiable, la main qui fait tourner tout pendant que les grandes décisions sont prises par celui qu'ils considèrent comme supérieur. Tu sais quelque chose? Dis-je avec un calme qui me surprend. Peut-être que tu as raison. Peut-être que Caleb devrait prendre le relais. Leurs visages se détendent, soulagés. Mais ils n'ont pas fini d'écouter. Ne viens pas pleurer quand tu réalises ce que tu as jeté. Parce que quand cela arrivera, ne vous attendez pas à ce que je sois là pour réparer le désordre. Je tourne le dos et pars, laissant derrière moi les fragments du prix qui ne signifient soudainement plus rien. Plus tard dans la nuit, je voulais juste récupérer mon tablier au bureau. Je n'avais aucune idée que j'allais découvrir la véritable étendue de la trahison de mon frère. Mais il était là, sur l'écran ouvert de l'ordinateur portable de Caleb, le logo du West Shore Grand Hotel, comme une accusation silencieuse. Ma vision se rétrécit à mesure que je lis l'email, mes doigts s'enfonçant dans le cadre de la porte pour me soutenir. Cher Monsieur Morgan, nous notons l'annulation de la réunion de jeudi. Bien que nous regrettions de reporter les discussions sur le partenariat de restauration de 850 000 rangs, nous attendons avec impatience votre présentation d'alternatives simplifiées et économiquement viables au menu initialement proposé. Le sol semble bouger sous mes pieds. Ce n'était pas à lui d'annuler cette réunion. J'ai passé 6 mois à cultiver cette relation, à concevoir des menus de saison, à calculer des coûts précis qui maintenaient notre qualité sans compromettre leur marge bénéficiaire. 850 000 reais, soit près d'un quart de notre chiffre d'affaires annuel, sont jetés à un seul clic. Je fais défiler vers le bas et la nausée augmente à chaque mot. Quant à votre demande de modification de nos plats de fruits de mer primés, nous sommes ouverts aux alternatives à condition qu'elles maintiennent le niveau d'excellence que nous avons connu lors de notre première dégustation avec le chef Jovi. La trahison va bien au-delà de ce que j'imaginais. Il y a à peine 3 semaines, Caleb s'était penché sur mon comptoir, un carnet à la main, posant des questions détaillées sur ma recette de glaçage à la mandarine. J'essaie juste d'apprendre des meilleurs, avait-il dit, avec ce sourire enfantin qui gagnait toujours nos parents. Maintenant je comprends. Il n'apprenait pas. Je planifiais. Mes mains tremblent d'une colère si profonde que j'ai l'impression d'être une présence vivante dans la pièce. 6 années de fac de gastronomie. 11 ans de 60 heures par semaine. Et mon frère, avec son brillant diplôme, pourrait tout détruire en quelques jours. Le lendemain matin, je pousse la porte arrière du Riverside en baie, une demi-heure avant un rendez-vous avec les vendeurs auxquels je n'étais pas invitée. Le personnel de cuisine échange des regards inquiets à mon passage, leurs chuchotements me suivent dans le couloir. Je m'arrête devant le salon privé, écoutant la voix confiante de Caleb. La porte est entr'ouverte et j'ai une vue dégagée sur la table en acajou où Marcus, notre poissonnier depuis 8 ans, est assis en fronçant les sourcils. À ses côtés, Eleanor, dont la famille approvisionnait nos produits avant que je rejoigne le restaurant. De l'autre côté, Caleb, dans un costume gris qui porte encore les marques de craie du tailleur sur les manches. Le même costume qui a dû coûter plus d'un mois de salaire à n'importe lequel de ceux qu'il considère désormais comme remplaçables. Là où Caleb a insisté pour servir le poisson congelé du jour, un bloc de morue fade qui s'est effondré dans l'assiette comme du papier mouillé, je m'appuie contre le réfrigérateur industriel, sentant le froid s'infiltrer à travers mon uniforme en sueur. L'odeur de l'huile brûlée flotte toujours dans l'air, mêlée à l'arôme métallique de la frustration. Daniel passe devant moi avec un plateau de plats rendus, ses yeux sombres portant une question qui n'a pas besoin d'être posée. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, vraiment? La porte de la cuisine s'ouvre brusquement et Caleb entre comme s'il était propriétaire des lieux, ce qui, techniquement, il l'est, grâce à un testament que mon père a signé sans me consulter. Son costume n'a pas un seul pli, tandis que ma veste blanche est tachée de sauce tomate et de désespoir. Il se tient devant l'équipe, les mains dans les poches, comme un général passant en revue ses troupes vaincues.
La cuisine est encore en retard, dit-il, sa voix traînant chaque syllabe comme si nous jouions au restaurant, sans lutter pour sauver ce qui reste de notre réputation. Les clients attendent. Et qu'est-ce qu'ils obtiennent? Ils montrent un plat abandonné sur le comptoir, un plateau de fruits de mer grillés qui semble avoir été assemblé par un stagiaire pressé. Ce n'est pas de la nourriture. C'est de la négligence. Je serre les poings. Non pas à cause des critiques parce qu'il a raison, ce n'est plus de la nourriture, plus maintenant mais à cause de l'hypocrisie. Comme s'il connaissait la différence entre un poisson frais et un bloc préemballé. Comme s'il avait passé des nuits blanches à ajuster les assaisonnements jusqu'à ce que chaque bouchée raconte une histoire. Peut-être que si vous n'aviez pas enlevé mes fournisseurs, dis-je assez doucement pour que seul Daniel puisse l'entendre, nous aurions encore des ingrédients qui valent la peine d'être cuisinés. Caleb tourne lentement la tête, comme un prédateur qui a enfin remarqué sa proie. Ses lèvres se courbent en quelque chose qui n'est pas un sourire. Jovi, dit-il, mon nom ressemblant à un avertissement, nous en avons déjà discuté. Les affaires sont les affaires. Vous devriez comprendre cela mieux que quiconque. Je comprends la nourriture, dis-je sèchement avant de pouvoir m'arrêter. Je comprends que le saumon de Marcus a une saveur que vous ne trouverez dans aucun catalogue de gros. Je comprends que les tomates d'Eleanor font très mal à pousser, mais elles valent chaque goutte de sueur. Et je comprends que sans eux, nous ne sommes plus Riverside en Bay. Nous sommes juste un autre endroit qui sert une nourriture acceptable à des gens qui ne connaissent pas la différence. Silence. Même les poils semblent cesser de siffler. Caleb me regarde et pour la première fois, je vois autre chose que cette confiance irritante dans ses yeux, une lueur d'incertitude. Ou peut-être est-ce simplement le reflet des lumières fluorescentes, qui semblent désormais plus froides que jamais. Vous êtes émotif, dit-il finalement, comme s'il s'agissait d'une insulte. Et les émotions ne paient pas les factures. Non, j'accepte, en faisant un pas en avant. Mais la fidélité paie. La qualité paie. Réputation payante. Et vous jetez tout cela pour une marge bénéficiaire qui ne durera pas, car dès que les clients se rendront compte que nous sommes devenus une franchise générique, ils partiront. Quoi de neuf, Caleb? Que ferez-vous lorsque le restaurant dont vous avez hérité n'aura plus personne à servir? Il ouvre la bouche, mais rien ne sort. Parce qu'il sait. Il sait que j'ai raison. Et c'est à ce moment-là que je réalise, je ne me bats plus pour Riverside en Bay. Je me bats pour ce qu'il pourrait être. Pour ce que c'était. Pour les gens qui croyaient en mon travail avant qu'un homme en costume ne décide que les rêves ne rentrent pas dans des feuilles de calcul. Daniel me touche le bras, discrètement. Chef, murmure-t-il. L'équipe attend. Je prends une profonde inspiration. L'air sent la défaite, mais aussi autre chose, la fumée d'une braise qui ne s'est pas encore éteinte. Alors mettons-nous au travail, dis-je, assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Mais pas pour lui. Pour nous. Pour les clients qui s'en soucient toujours. Et quand cet endroit coulera car il va couler, que personne ne dise que nous ne vous avons pas prévenu. Caleb sursaute, comme si je lui avais lancé quelque chose. Peut-être que c'était juste la vérité. Et pour la première fois depuis des semaines, je ressens quelque chose qui n'est ni de la colère ni de l'épuisement. J'ai faim. Non pas à cause de la nourriture fade que nous servons actuellement, mais à cause de la bataille qui ne fait que commencer. Sombre satisfaction. Ce n'est pas un triomphe que je ressens lorsque j'entends l'effondrement qui était toujours inévitable, c'est le poids de savoir que parfois la seule façon de protéger quelque chose que l'on aime est de le laisser brûler. Mais l'heure n'est pas à la nostalgie. Le contrat de location de l'espace Pearl District arrive par email alors que j'ai encore mon téléphone à la main, et la signature numérique n'est que la première étape d'une marche imparable. Je prends ma veste en cuir, la même que celle que je portais le jour où j'ai remporté le Rising Star Award de l'Oregon Culinary Guild, et je pars rencontrer Marianne Wells sur place. La clé tourne dans la serrure avec un clic qui ressemble à un verdict. À l'intérieur, l'odeur du désinfectant industriel et du bois vieilli m'accueille. Les menus sont une toile vierge, les fourneaux professionnels brillent encore dans la pénombre des lampes de secours. Je passe mes doigts sur le plan de travail en inox de la cuisine, imaginant la chaleur des casseroles, le bruit des machettes qui battent en rythme, l'odeur de l'ail qui dort dans le beurre.
Ici, je pense. Il n'y aura aucune concession ici. Vous avez le sens du potentiel, dit Marianne en me regardant prendre des mesures avec mon téléphone portable. Cet endroit a été maudit par le dernier propriétaire, mais vous exorciserez ces démons. Je ne réponds pas. Je n'en ai pas besoin. Elle sait comme moi que les restaurants ne sont pas faits de carrelage et de menus, mais de choix. Et mon premier choix est clair, pas d'investisseurs qui veulent diluer ma vision, pas de partenaires qui voient des chiffres là où je vois des histoires. Jason Merci l'a compris à la seconde où il a goûté ma réduction de vin rouge chipotle, la même que Caleb a qualifiée de « trop audacieuse pour le palais moyen ». Le palais moyen ne m'intéresse pas. Je veux des convives qui connaissent la différence entre la nourriture et l'art. En sortant, je passe devant un magasin d'antiquités et vois, dans la vitrine, une horloge murale en cuivre oxydé, avec les aiguilles arrêtées à 3h17. L'heure exacte à laquelle mon grand-père m'a appris à assaisonner un bouillon rien qu'à l'odorat. J'achète sans hésitation. Ce sera la première chose que les clients verront en entrant, un rappel que le temps ici ne se mesure pas en bénéfices trimestriels, mais en héritage. De retour à l'appartement, mon carnet est ouvert sur la page de décoration intérieure, mais mon doigt plane sur le trackpad. Il manque quelque chose. Quelque chose de personnel. J'ouvre le tiroir de la table de chevet et sors la boîte en bois que je garde depuis mes 18 ans, des lettres de clients, des coupures de critiques, la cuillère en argent que mon grand-père utilisait pour goûter les sauces. Au fond, cachée sous une serviette jaunie, se trouve la recette originale de pétoncle à la purée de mandarine, celle que Caleb a essayé d'imiter et a lamentablement échoué. Je souris en dépliant le papier, des taches de graisse marquant les bords comme des cicatrices de bataille. Je décroche le téléphone. Daniel? J'ai besoin de toi demain. Et apporte le couteau à désosser de grand-père. Commençons par 0. La bonne manière. J'entends le sourire dans sa voix avant même qu'il ne réponde. Je suis déjà en route. Je raccroche et regarde par la fenêtre. Portland brille sous la pluie légère, les lumières des restaurants scintillent comme des promesses. Quelque part là-bas, Caleb essaie de réparer avec du ruban adhésif ce qui n'a jamais été le sien au départ. Mais ici, dans cet appartement plein de cartons à moitié cassés et de rêves entiers, je construis déjà. Et cette fois, personne ne me dira de servir moi. Des fissures comme du verre sous pression. Ses yeux, toujours aussi froids et calculateurs, brillent désormais de quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant, la peur. Pas de moi, mais de lui-même. Parce que pour la première fois de sa vie, Caleb regarde dans l'abîme qu'il a lui-même creusé et n'a personne d'autre à blâmer. Vous n'avez aucune idée de ce que vous jetez, murmure-t-il, mais les mots sonnent creux, comme s'il n'y croyait pas lui-même. Mon père se redresse, essayant de retrouver sa posture habituelle, mais le dossier contenant les critiques de Riverside en baie tremble toujours entre ses mains. Les étoiles perdues, les commentaires sur des plats sans âme, le mot « fraude » imprimé sur plus d'une critique. Il regarde la plaque de cuivre, puis moi, et je vois le moment précis où il comprend, il n'y a pas de retour en arrière. Nous sommes ta famille, c'est ma mère, la voix brisée. Vous ne pouvez pas simplement nous effacer. Il ne s'agit pas d'effacer. Il s'agit d'écrire par-dessus. Tu m'as appris quelque chose, dis-je en passant mes doigts sur la surface froide du cuivre. Que dans la cuisine, comme dans la vie, les mauvais ingrédients ruinent même la meilleure recette. Je fais une pause, laissant le poids des mots s'installer. Je change juste de fournisseur. Le silence qui s'ensuit est si épais qu'on entend le bourdonnement des lampes suspendues. Caleb ouvre la bouche, la ferme. Mon père pince les lèvres jusqu'à ce qu'elles deviennent blanches. Ma mère regarde ses mains, comme si elle se rendait seulement compte maintenant qu'elles sont vides. Quand ouvre-t-il? Demande-t-elle, si bas que je ne l'entends presque pas. Je ne réponds pas avec des mots. Au lieu de cela, je prends le marteau dans la boîte à outils à proximité et donne un coup cérémonial au premier clou qui maintiendra le foyer de Jovie en place. Le son résonne dans le vide, mais pour moi, c'est le son le plus complet que j'ai jamais entendu. Il ne bouge pas. Ce n'est que lorsque les livreurs sont partis que la porte se ferme derrière eux et que le monde extérieur, celui que j'ai choisi, continue de tourner sans avoir besoin de leur permission.
C'est seulement à ce moment-là que mon père ajuste sa veste, comme si cela pouvait arranger quelque chose. Nous le ferons, dit-il d'une voix rauque. Mais ce n'est pas fini. Pour moi, c'est fini depuis longtemps, dis-je sans quitter des yeux le mur. Bientôt, danseront les flammes de mon four à bois. C'est vous qui avez mis du temps à réaliser. Et quand la porte se referme derrière eux pour la dernière fois, je ne ressens aucun soulagement. Je ne ressens pas de triomphe. J'ai faim. Pas la faim qu'ils connaissent, celle qui se satisfait des contrats et de l'ego. Mais la faim qui m'a fait me réveiller à 4 heures du matin pour pétrir la pâte, qui m'a appris à distinguer la pointe exacte du caramel, qui m'a fait comprendre que certaines choses ne s'arrangent pas avec des excuses, seulement avec des actions. Je décroche le téléphone portable. Je tape un message à Daniel, accélérer la livraison des poêles. Nous ouvrirons dans 3 semaines. Puis j'appelle Eleanor, j'ai besoin de plus de tomates sans marzano. Et apporte ce fromage de chèvre vieilli que tu m'as caché la dernière fois. Et enfin, à Marcus, ces écrevisses d'Alaska. Gardez-en la moitié pour moi. Je voudrais les servir pour mon premier dîner. Parce que Jovius Art ne sera pas qu'un simple restaurant. Ce sera la preuve que certaines choses comme le respect, comme un héritage royal ne sont pas héritées. Ils sont construits. Par la force des mains, des choix et surtout du feu. Les imitations ne peuvent jamais capturer l'essence. Nous ne pouvons pas reproduire leurs plats. Rien n'a le même goût. Les paroles des anciens collègues de Riverside en baie sonnent comme un écho lointain, tandis que le fournisseur de fruits de mer, celui qui répondait autrefois à mes appels avec un sourire au téléphone, ne répond même plus à mes messages. Ce n'est pas une surprise. La cuisine n'est pas une formule commerciale. C'est un pacte entre ceux qui servent et ceux qui sont servis, entre les mains qui transforment et les palais qui se rendent. Je passe mes doigts sur le bois récupéré du comptoir, sentant les marques du temps, les cicatrices qui racontent des histoires de repas qui étaient autrefois plus que de la nourriture. Vous ne pouvez pas mesurer la passion dans des feuilles de calcul. Vous ne pouvez pas bloquer la connexion. Lorsqu'ils partent, les épaules voûtées comme si je portais le poids d'une défaite qui n'est pas la leur, je me retrouve seul au centre de mon domaine. Mon restaurant. Mon avenir. La satisfaction est plus profonde que je ne l'imaginais, non pas du triomphe sur eux, mais de la certitude que tout cela, ici, est exactement comme il devrait être. 2 semaines plus tard, Daniel envoie un email, Riverside en baie sollicite un pré-relais pour couvrir les déficits d'exploitation. Les clients fidèles disparaissent, les rumeurs parlent d'une reformulation désespérée du menu, d'une pathétique tentative de réinvention. La question familiale reste sans réponse. Mon téléphone portable affiche 3 appels manqués de ma mère juste aujourd'hui. Je ne suis pas encore prêt à répondre. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup en jeu. Le soir de la première de Jovius Art, je passe devant des tables remplies de critiques gastronomiques, d'anciens clients fidèles et d'amis de l'industrie. La cuisine vibre du chaos organisé que j'ai moi-même orchestré, chaque mouvement exécuté avec la précision de ma vision. Presque à la fin, je sors pour une dernière salve et puis je la vois, ma mère, assise seule à une table dans un coin, avec devant elle une assiette à moitié mangée de mon crabe royal glacé à la mandarine. Nos regards se croisent à travers la pièce et, pour la première fois depuis des mois, je vois quelque chose au-delà de la tromperie et de la manipulation. Je vois une reconnaissance. 6 mois plus tard, la poêle en cuivre chante sur la flamme alors que je réduis le glaçage à la mandarine, sans avoir besoin de justifier pourquoi j'ai triplé la quantité de fruits frais ou pourquoi j'ai ajouté un peu de bourbon par instinct. Derrière moi, 3 cuisiniers se déplacent avec une précision exercée, les couteaux scintillants alors qu'ils préparent le service du soir. Chef, nous sommes prêts à déguster le menu, annonce Daniel, désormais mon sous-chef exécutif, plus un allié dans une cuisine qui n'a jamais su valoriser aucun d'entre nous. J'acquiesce, m'accordant un moment pour admirer l'étendue étincelante du foyer de Jovi. Mon restaurant. Ma vision. Mes règles. Les changements de menu d'automne que j'ai prévus célèbrent les récoltes locales, sans concession aux substituts surgelés que Caleb aurait imposés. La rotation saisonnière est devenue notre marque de fabrique, saluée par les critiques qui connaissaient à peine l'existence de Riverside en baie. Chef, c'est l'heure,
prévient Roé, une étudiante en cuisine que j'ai encadrée, alors qu'elle attend avec impatience mon verdict sur sa sauce. La cohérence est parfaite, dis-je, me rappelant comment ma mère avait un jour qualifié ma première réduction de « trop élaborée ». Maintenant, dis-moi, pourquoi as-tu choisi le thym au lieu du romarin? Votre réponse révèle du potentiel. C'est ainsi qu'un héritage se forme non pas avec un dédain déguisé en orientation, mais avec un réel investissement dans la croissance de quelqu'un. Plus tard, mon téléphone portable vibre avec une énième demande de réservation. Nous sommes complets jusqu'en décembre, les critiques de Chicago et de New York se disputant les tables. L'attention de la presse nationale a fait de notre coin de Portland une destination, validant chaque nuit blanche passée à perfectionner des recettes sur la petite cuisinière de mon appartement après avoir tourné le dos au restaurant familial. Le courrier de l'après-midi contient une enveloppe de l'American Culinary Federation. À l'intérieur, une invitation à la cérémonie du mois prochain au cours de laquelle Jovi S. Hart est nominé pour le restaurant de l'année. La même cérémonie où, il y a à peine 18 mois, j'ai remis un prix pendant que mes parents murmuraient sur le « talent commercial » de mon frère. Lorsque l'annonce est faite lors de l'événement, je ne laisse pas le trophée m'échapper des mains comme la dernière fois. Au lieu de cela, je l'accueille fermement, les projecteurs me réchauffant le visage tandis que je remercie mon équipe par son nom, Daniel, Léonore, qui nous fournit toujours les meilleurs ingrédients, Marcus, dont le poisson élève nos plats à un autre niveau, et tous les cuisiniers qui ont suffisamment cru pour me suivre. Le succès ne consiste pas seulement à prouver aux autres qu'ils ont tort, dis-je dans le micro, ma voix porteuse d'une confiance forgée dans les flammes. Il s'agit de vous prouver que vous aviez raison. De retour au restaurant, nous nous sommes retrouvés après la fermeture. Eleanor apporte du champagne, Marcus affiche fièrement la première copie avancée de mon livre de recettes. Daniel ouvre la bouteille avec un pop satisfaisant, remplissant les verres autour de notre table, celle où nous partagions les repas de famille, une celle où les décisions étaient imposées. Je lève mon verre, pour construire quelque chose qui nous représente vraiment. Pas ce que les autres pensent que nous devrions être. Les verres se lèvent en réponse, la lumière dansant sur les bulles. Le lendemain matin, sur mon bureau, 5 propositions d'agrandissement de chaînes d'hôtels de luxe partagent l'espace avec une invitation à juger le concours culinaire du nord-ouest du Pacifique. La photo usée de mon grand-père me regarde depuis son cadre, à côté de mes récompenses son dîner très modeste, point de départ de tout, avant que les business plans et les MBA n'entrent dans le vocabulaire familial. On frappe à la porte de mon bureau et on découvre Caleb, CV en main, ici pour l'entretien avec le directeur des opérations que j'ai accepté de faire après l'intervention de Noël en larmes de ma mère. Alors que je réfléchis à l'opportunité de donner une place à mon frère dans ce que j'ai construit, je me demande, certains liens familiaux peuvent-ils être reconstruits sur de nouvelles fondations? Ou certains ponts, une fois incendiés, doivent-ils rester traversés? Parfois, la plus grande faveur que quelqu'un puisse vous rendre est de vous sous-estimer. Parce que c'est ce qui vous oblige à voir votre propre valeur.